Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Vous êtes commissaire européen chargé des affaires économiques et financières à Bruxelles et vous publiez un livre « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». C'est chez Plomb. Les monstres, c'est... Les monstres, c'est le terrorisme, c'est l'antisémitisme, c'est le racisme. C'est au fond la période étrange que nous vivons politiquement à l'échelle mondiale, parce que le dégagisme est partout. En France, il a pris une forme qui est agréable. Électorale, avec un jeune président pro-européen. Mais regardez ce qui se passe avec Trump, d'un côté, le Brexit, Orban, Kaczynski. C'est pas toujours si civil, si vous voulez. Et on vit dans une époque où émerge un monde nouveau, qui est un monde incertain. Et cette phrase est empruntée à Gramsci, qui disait, au fond, le vieux monde est mort, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Entre ces deux mondes-là... Et j'ai voulu réfléchir à ce qui s'est passé pendant 5 ans, sous François Hollande. Moi, je suis socialiste, cet effondrement de la gauche, l'émergence d'un nouvel acteur politique, Emmanuel Macron, qui peut faire naître un nouvel espoir français, ou pas. Alors, il y a deux parties dans ce livre. On peut retomber sur les drames du nationalisme. Il y a deux grandes parties dans ce livre. Un retour sur le passé récent, le vôtre, à Bercy, à Bruxelles, et puis l'émergence d'Emmanuel Macron, votre relation avec François Hollande aussi, et puis il y a une autre partie sur l'avenir de la gauche. La relation avec François Hollande, vous êtes proche de lui, vous avez été son plus proche collaborateur pendant la campagne, mais vous êtes très sévère avec lui. Très sévère. Vous dites par exemple que cet homme qui est extrêmement sûr de lui a été incapable de défendre une épine dorsale pour les valeurs de gauche, de respecter la priorité pour la jeunesse, de respecter sa promesse de baisse du chômage. Beaucoup d'échecs. Vous dites un échec massif, impressionnant. Écoutez, il y a 6 ans, en 2012, la gauche avait tous les pouvoirs en France. Le Sénat, l'Assemblée, les grandes régions, les grandes villes, les grands départements. Elle avait fait 30% aux élections législatives. Et puis, 5 ans plus tard, on termine à 6. Et avec un président de la République qui ne peut pas se représenter. Quelle que soit l'affection et l'estime que j'ai pour François Hollande, le respect pour sa très grande intelligence, et je pense qu'on s'apercevra qu'il a fait plus que ce qu'on croit. Et le bilan est un bilan mitigé, mais honorable. Il s'est passé quelque chose de l'ordre de l'accident industriel. Et sans examen des responsabilités politiques, on n'y arrive pas. Et on ne peut pas exonérer celui qui était président de la République de cela. Je garde de l'estime, de l'affection pour François Hollande, mais je constate qu'en effet, le récit du quinquennat n'a pas été lisible. Je constate que pour un homme de gauche, ce qui s'est passé sur les valeurs a été déroutant. Quand on termine avec la déchéance de nationalité, avec le discours de Munich, comment voulez-vous expliquer à un électeur de gauche Manuel Valls, oui, contre Angela Merkel à l'époque de la crise des réfugiés. Quand on a l'affaire Leonarda, une affaire invraisemblable d'une jeune fille qui peut en direct apostropher le président de la République qui lui a proposé de revenir, oui, mais sans sa famille. Tout ça crée... et même la gouvernance. Oui. Moi, j'ai été ministre des Finances. Vous dites qu'il a été incapable, ce sont vos mots, il a été incapable de mettre en place une gouvernance, c'est-à-dire de mettre en place la structure, les hommes qui auraient été faits pour gouverner le pays. Ça veut dire que lui n'était pas fait pour ça ? Je ne dis pas les choses tout à fait comme ça. Je pense qu'il a mis en place les hommes qui pouvaient gouverner le pays. Et quand vous prenez le premier gouvernement héros, il y a tout le monde. Il y a Fabius, il y a Payon, il ne tranche pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de quoi faire une dream team. Moi, j'ai été ministre il y a 20 ans avec Lionel Jospin, vous savez, l'époque Strauss-Kahn, Aubry, etc. On peut mettre des contraires ensemble, des fortes personnalités ensemble, mais il faut qu'il y ait un chef d'orchestre qui donne le sens. Or là, on a mis tout le monde, mais on n'a pas donné de sens. On a laissé des gens s'opposer. Est-ce que ça veut dire que François Hollande n'était pas fait pour ça ? Pas fait pour diriger une dream team pareille ? Je pense qu'il n'avait pas intégré suffisamment ce que sont les lois de la gouvernance. Je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu. J'étais à Bercy. J'avais tout le ministère des Finances. Oui. Et j'incarnais la ligne du quinquennat, qui était une ligne pro-entreprise, pro-Europe. Et vous aviez quelqu'un qui vous mordait les mollets, qui s'appelait Arnaud Montebourg, qui jouait sa propre partition. Qui n'avait que le ministère de la Parole, qui ne faisait pas grand-chose, clairement, et qui avait, par contre, tous les droits d'expression sur une ligne antagoniste, qui envoyait de temps en temps des notes au président sur nos politiques. Et une impunité absolue de la part du président de la République. Encore une fois, est-ce que François Hollande n'était pas fait pour ça ? Écoutez, l'histoire a tranché, les résultats sont là. Je pense que François Hollande, il faudra lui rendre hommage sur certaines choses tout de même. Quand se sont produits les attentats terroristes, il a été parfaitement à la hauteur. Il a été un homme digne dans la politique internationale, il a été à la hauteur. Je pense qu'il a su faire un certain nombre de choix au nom de la gauche, comme la politique de l'offre qu'il fallait absolument faire. Le problème, c'est que tout ça n'a pas été suffisamment dit, c'est que le récit n'était pas assez clair, et c'est que le pilotage n'était pas assez ferme. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde dit, Emmanuel Macron, il fait ce qu'il dit,
et les gens apprécient. Oui. Je pense que François Hollande n'a pas suffisamment dit ce qu'il faisait, qu'il a fait un certain nombre de choses qu'il n'avait pas dites, et que du coup, les Français ont été désorientés. Et ça a posé un problème de confiance, vous le dites assez longuement, il n'est pas capable, ou en tout cas la gauche, sous sa direction, n'est pas capable d'installer un climat de confiance dans le pays, un climat de confiance avec les entreprises. Dès le début, vous le racontez, la confiance est brisée, au fond, avec les entreprises et avec les acteurs économiques. Reconnaissons tout de même que cette confiance n'est pas spontanée entre la gauche et les entreprises. Mais c'était votre rôle de la créer. Le paradoxe, c'est que nous avons fait plus de mesures pro-entreprises que n'importe quel gouvernement de gauche. Après avoir porté un discours très... Après qu'il y ait eu... Anti-entreprise. Pas anti-entreprise, mais il y a eu... Anti-patron, anti-richesse. Il y a eu ce discours du Bourget, il y a eu la taxe à 75%. On a tenté de déminer. Je pense qu'on aurait dû passer carrément un contrat avec l'entreprise. Oui, vous dites que vous auriez dû être plus actif dans ce domaine pour... Ce n'est pas ça que je dis. Contrer... vous reprochez de temps en temps de ne pas avoir fait suffisamment entendre une voix différente. Ce que je me reproche, c'est de ne pas avoir, dans un univers qui est un univers désordonné, poussé des coups de gueule, fait des coups, et rendu les coups qu'on me donnait. J'ai été trop loyal, mais je pense que j'avais à peu près compris quand même les enjeux de la période, et quand je regarde ce que j'ai fait moi, entre la création de la BPI, une loi bancaire qui a quand même protégé, on s'aperçoit aujourd'hui, notre système bancaire, ou encore le sauvetage de PSA. Compris les enjeux de la période, ça veut dire qu'il fallait laisser ça en France et partir à Bruxelles, c'est ça? Non. Mais quand je suis parti à Bruxelles volontairement. Mais parce que vous aviez compris que il y avait à faire ne pouvait pas, avec les bases qui vous étaient offertes, disons que le schéma politique de 2014 me poussait davantage à aller à la Commission européenne, ce qui était pour moi le parachèvement d'une vie, parce que j'ai toujours été à l'interface entre la France et l'Europe. J'ai été parlementaire européen, j'ai été ministre des Finances. C'était pas illogique, mais ça me laisse un goût, je ne dirais pas amer, mais un regret. On aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. Inachevé. Et inachevé pour la gauche et pour moi. Inachevé, c'est peut-être le moment de parler de l'avenir de la gauche, c'est la deuxième partie de votre livre. Est-ce que cet avenir passe par Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron lui-même ne se définit pas comme un homme de gauche. Il vient de la gauche, mais il dit qu'il est ni de gauche ni de droite. Je pense. Est-ce que l'avenir de la gauche passe par Emmanuel Macron ? Alors, je vais le dire différemment. Ouais. Je pense que l'avenir de la gauche doit compter avec Emmanuel Macron et doit faire avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un grand débat. On parle de l'Europe. Et c'est la question de savoir si les pro-européens doivent être ensemble. Oui. Moi, je ne crois pas que le débat entre pro-européens et nationalistes se substitue au débat gauche-droite. Je pense qu'il se surajoute. Autrement dit, il y a toujours des pro-européens de gauche et il y a toujours des pro-européens de droite. Giscard et Mitterrand, c'est pas la même chose et tous les deux sont pro-européens. Mais ce que je crois, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les pro-européens, entre eux, ont plus à voir qu'entre les pro-européens d'un camp avec les nationalistes d'un camp. Et je suis plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon pour une raison très simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon... Benoît Hamon. Ou de Benoît Hamon, c'est un peu plus compliqué, mais oui, oui. Pourquoi ? Parce que sur l'Europe, qui est quand même un sujet essentiel, je partage la vision du président de la République. Je pense que le président de la République lui-même aura besoin d'une autre gouvernance à un moment donné. Un Macron 2, dites-vous. Un Macron 2. Macron 2. Mais je pense qu'il aura besoin de coalition. Oui. Je pense qu'à un moment donné, il aura besoin d'une gauche social-démocrate qui se porte mieux qu'aujourd'hui. Et dans cette coalition, il y aura peut-être un PS, mais vous dites aujourd'hui le PS n'a pas subi ce que vous appelez une défaite d'avenir. La défaite d'avenir, c'était celle de Lionel Jospin. Mais un choc terminal. Ça veut dire qu'on est au bord de l'apoplexie. Je pense qu'il faut qu'il se réinvente totalement. Oui. Et le point clé, le moment clé, c'est les européennes. Oui, parce que aux européennes, soit le Parti socialiste redresse la barre, redevient un parti à 2 chiffres, au-dessus de 10%, prouve qu'il peut parler aux électeurs très européistes, très européens, mais aussi de gauche. Au-dessus de 10% donc. Sinon, l'électeur qui a voté Hollande en 2012 et Macron en 2017 parce qu'il était désorienté par le PS, il peut revenir vers le PS si celui-ci est très européen et très social-démocrate. S'il est ni pro-européen, ni anti-européen, alors à ce moment-là, le Parti socialiste ne sert à rien. 2019, c'est le moment clé pour le PS. Est-ce que c'est le moment clé pour vous aussi ? C'est un moment clé pour moi. C'est un moment clé pourquoi ? Parce que je suis un Européen, parce que les Européennes sont un grand rendez-vous démocratique. J'y participerai d'une façon ou d'une autre, de toute façon par le débat d'idées. Le reste, on verra. Le temps de candidature n'est pas venu. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est le temps des idées et ce livre veut y contribuer. Il reste 2 ans pour le savoir. Pierre Moscovici, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, c'est chez Plomb. Histoire de ce passé récent et de cet avenir proche que vous prédisez. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre Moscovici.